They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. It's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's Top Spot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Woubidou, bonjour tout le monde et bienvenue à cette brillante et merveilleuse édition du 7 mars du 7e antiquaire. Aujourd'hui, avec grand plaisir, je retourne à ma vieille mission, ma vieille rengaine que je suis heureux de continuer, cette tradition que je ne m'arrêterai pas de sitôt. Reculer dans le temps avec le cinéma, on est rendu cette semaine en 1948. Donc, on a fait un retour dans le temps depuis 1987 jusqu'à 1948 et on parle d'un très, très, très important film cette fois-ci. Je mets un peu de côté ma première mission, ma mission initiale de faire découvrir des films. En fait, c'est un film qui a une énorme reconnaissance dans le domaine, mais que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez discuté comme étant un classique. Je parle bien sûr, car vous avez tous deviné de quoi je parlais. Quand on dit 1948 et on dit gros classique, on pense The Treasure of the Sierra Madre, un film réalisé par l'immense John Huston, et je dis immense, pas pour rien, vous allez en entendre parler tantôt, écrit aussi par John Huston, adaptation d'un roman d'un mystérieux et d'un grand mystère du cinéma hollywoodien, un homme du nom de B. Traven. Treasure of the Sierra Madre, film de 1948. En fait, c'est un film très très intéressant comme petit facteur. C'est un film qui était en pourparlers depuis les 10 dernières années, depuis 1938, lors du moment où John Huston avait lu le roman de B. Tavern. Et que, pardonnez-moi, B. Traven, ça me confond toujours. Et ça a été des longues discussions, en fait, avec le président Warner, Jack Warner, qui ne voulait pas embarquer dans ce genre de film-là. C'est en fait John Huston et le producteur du film qui ont réussi à faire balancer, disons, le projet de leur côté. Parce que c'est des gars qui ont des très, très, très bonnes idées, en fait. Disons, Henry Blanke, qui est aussi reconnu comme étant le gars qui a fait en sorte que le film soit accompli. Il a tellement aidé. On entend beaucoup d'histoires de cet individu-là comme étant une force très nécessaire d'avancement de ce projet. Un projet qui a été complété sous d'énormes conditions problématiques que je vais revenir un peu plus tard parce que c'était aussi un film qui avait énormément de devancées techniques. Qu'est-ce que c'est un peu? Donc, John Huston, pour les personnes qui le connaissent pas, John Huston, c'est d'abord et avant tout reconnu pour être le gros méchant dans Chinatown. C'est un réalisateur incroyable qui a fait du cinéma incroyable. Sa première réalisation était The Maltese Falcon. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un qui a commencé. C'est sa première réalisation complète, disons, là, mais c'est vraiment un homme qui a accompli énormément dans le cinéma. Non, regarde, j'ai vraiment pas me cacher, mais oui, j'imagine, oui, c'est vraiment sa première grosse réalisation, Maltese Falcon. Treasure of the Sierra Madre est sans doute un autre de ces importants films. Il a fait plein d'autres. Il a fait The Barbarian and the Geisha. C'est lui qui a réalisé aussi une des adaptations de Moby Dick. Il a fait Farewell to Arms, une autre adaptation de cinéma très importante. C'est aussi le réalisateur du Moulin Rouge original. Il a entre autres réalisé Key Largo aussi, qui est un gros classique. Casino Royale, l'original encore, l'adaptation parfaite, l'adaptation littéraire du roman là, qui a été fait avec Peter Sellers, David Niven, Ursula Andress, Orson Welles, Woody Allen et ainsi de suite. Donc un réalisateur qui a beaucoup travaillé. Il a fait Asphalt Jungle, The Man Who Would Be King. C'est un gars qui a toujours été sur le premier plan des réalisateurs américains. C'est probablement reconnu comme étant dans la dizaine des plus gros réalisateurs américains, pas par leur œuvre, mais par leur personne. Encore, je vous promets que je vais vous donner un petit 5 minutes pour discuter de John Huston parce que c'est extraordinaire. Tout ce que je prends pour l'instant, comme d'habitude, je recherche sur l'Internet et c'est des commentaires audio qui sont sur le DVD. Pour les personnes qui seraient intéressées, le DVD qui est en vente, c'est un DVD double avec un merveilleux documentaire sur le deuxième disque, qui est un documentaire sur John Huston et qui, moi, ça me l'a projeté dans ma top list des 10 êtres humains les plus extraordinaires que j'ai entendu parler. Donc, on y va pour... Pardonnez-moi, il fallait un après l'autre.
Treasure of the Sierra Madre. Film de 1948, comme j'ai déjà dit. L'histoire est bien simple. C'est deux hommes qui se vont rouler durant un contrat. C'est deux sans-abri ou deux vagrants, disons, qui se vont rouler sur un contrat de construction. Ils ne se font pas payer. Donc, avec une espèce de tournure d'événements, tombent dans une affaire, disons, à l'amicale d'un claim d'or. Donc, ça se passe durant la recherche de l'or, le Gold Rush, la course vers l'or. Un des hommes, le personnage principal, Fred C. Dobbs, est brillamment interprété par le grand Humphrey Bogart. Pour les personnes qui ne connaissent pas Humphrey Bogart, qui le connaissent seulement de nom, qui n'ont pas vu ses œuvres, Casablanca évidemment, Maltese Falcon aussi, des très grands rôles. Treasure of the Sierra Madre est considéré comme étant son plus important rôle, celui qui l'a le plus donné dedans, malgré le fait que Humphrey Bogart se fait énormément bloqué, ombré par Walter Houston qui joue Howard. Walter Houston qui est le père de John Huston. Howard qui est le personnage du vieux monsieur qui est un expert, qui est un instinctuel par rapport à cette recherche, à cette ruée vers l'art. Et on a aussi l'acteur Tim Holt qui joue le personnage de Bob Curtin. Tim Holt qui était le troisième choix. Le premier choix était pour le rôle de Curtin avait été offert à Ronald Reagan. Donc vous pouvez imaginer à quel point Ronald Reagan. Bon, c'est ça. Donc c'est ces trois personnages-là qui montent dans une montagne au Mexique pour faire de la recherche en art. Qu'est-ce que c'est Treasure of the Sierra Madre par-dessus cette histoire que l'on peut croire qui est très simple? Non, parce que toute histoire simple cache une recherche sociologique très intense et Treasure of the Sierra Madre est définitivement dans les films qui ont précursé ces moments-là, de prendre une petite histoire et d'expliquer un peu plus profondément la nature de l'homme. Treasure of the Sierra Madre est un film sur l'avarice. L'avarice et l'homme contre l'homme, disons, là, vraiment. C'est, sans doute, avec l'apparition de l'art, vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avec un film comme ça, c'est que fait modernement, ça sera un film très évident. Ça sera un film fait avec aucune subtilité, fait avec aucun avancement, les événements découleraient par eux autres même jusqu'à la fin, qui, je veux dire, la fin est monstrueuse, gigantesque, incroyable, inattendue. Hein? Malgré, c'est ça, je dis inattendu, malgré le fait qu'on voit dès à peu près la première demi-heure où est-ce que ça s'en va le film. C'est pour ça que je dis que modernement, ça serait fait probablement plus évidemment. Dans le fait que l'histoire ne cache pas de secret. Il n'y a pas de dinosaure qui apparaît nulle part. Et il n'y a pas de revirement de situation très tom. Non. Le film part d'une prémisse très simple et d'une évolution de personnage évidente, montre à quel point est-ce qu'on peut pousser au paroxysme complet. Disons, pour pousser, quand je veux dire paroxysme, je parle de pousser jusqu'au maximum. Donc, c'est de prendre une émotion humaine et de la pousser à son extrême et de voir comment ces émotions-là sont poussées. Dès la première demi-heure où il y a un moment où les trois personnages discutent sur comment est-ce qu'ils vont séparer l'art. Et aussi, c'est un grand film sur la richesse et comment est-ce que ça peut corrompre l'âme humaine. Mais dès la première demi-heure où ils commencent à discuter de la séparation, le personnage de Dobbs, Humphrey Bogart, décide, lui, de prendre sa propre partie pour lui-même parce qu'il veut pas que les autres soient responsables pour sa partie, ainsi de suite. On voit aussi tout de suite cette avarice-là. Là. C'est super bien joué. Mais il décide de tout séparer et à peu près une journée après, Dobbs est en train de piocher dans une mine et la mine lui écrase dessus. On voit le personnage de Bob Curtin qui apparaît. Bob Curtin le regarde, voit qu'il est inconscient et tout. C'est des moments comme ça, Treasure of the Sierra Madre, des moments où est-ce que tu vois le regarde à travers la mine, puis il voit que l'autre est inconscient, mais en même temps, autant que lui pense, l'auditeur pense, s'il laisse mourir, il va pouvoir prendre une plus grande partie du lot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça fait juste une demi-heure, donc Bob Curtin va l'aider. Il sort de là, mais ça devient beaucoup plus méchant, ça devient beaucoup plus mécréant, et de plus en plus que le film avance, de plus en plus qu'on voit ces personnages-là devenir des espèces de petits gobelins. C'est vraiment extraordinaire. Treasure of the Sierra Madre, c'est un film qui discute tellement bien de ce rouage-là, qui discute tellement bien de cette... c'est greed, là, évidemment. Là, on s'entend là-dessus. Là. C'est l'espèce de possession matérielle qui vient ronger sur l'âme humaine. C'est vraiment extraordinaire comme film. Un
très beau noir et blanc. Un noir et blanc extraordinaire, un noir et blanc qui démontre du contraste, qui démontre... ça a beau être tourné au Mexique. En fait, un merveilleux détail à propos du film, c'est que il a été, disons, reconsidéré souvent pour sa production par le fait qu'il fallait qu'il soit tourné au Mexique. Treasure de Sierra Madre, film qui tombe dans les années 40, presque les années 50, c'est le premier film à avoir été quasi, parce qu'il y a un petit astérisque là, mais c'est le premier film à avoir quasi tout été tourné en location, donc à l'extérieur des studios, à l'extérieur du territoire américain, parce qu'il a été tourné pour sa plus grosse partie près de Guadalajara au Mexique, je crois, mais je vais vraiment pas essayer de m'éloigner là-dessus. Non, c'est Santo Guerrero, je pense, quelque chose. Bon, ben regardez, peu importe là, c'est où ça a été tourné au Mexique. Ils ont eu à amener amener tout le crew, tout le cast là-bas. Et c'est une des premières fois pardonnez-moi, de l'histoire du cinéma qu'on a eu à faire ça, qu'on a eu à déplacer du monde. Les acteurs et leurs femmes aussi, Humphrey Bogart qui était marié, John Huston qui était marié, tout ça, ils ont amené leur femme. La femme de Humphrey Bogart à cette époque-là a été un énorme aide durant le film qu'on entend là, qui a été très... elle a été là pour aider tout le long. Elle a été... puis là, je recherche le nom de sa femme. Je suis vraiment... Lauren Bacall, oui, que j'ai de la misère aujourd'hui. Lauren Bacall qui a été là pour aider durant tout le tournage, qui a eu à suivre ces gars-là aussi. La femme de John Huston aussi qui s'est déplacée, qui a été passée ce temps-là. Autant ce temps-là, en fait, c'était supposé être 9 semaines de tournage. Ça a été étiré d'1 mois. Donc, ils ont été en retard de 29 jours. Ils ont doublé leur budget. Vous pouvez voir les contraintes de production. En fait, quand ils ont atteint la ligne du 3 millions de dollars, c'est là où Jack Warner a décidé de pull le plug, à faire « OK, tout le monde revient », tout ça. Et c'est là où John Huston a fait « OK, si tout le monde revient, il nous reste comme 3 jours avant qu'on pacte tout. » Fait qu'il a accéléré ça énormément. Il a fait le film vite. Il a monté ça après. Mais un énorme budget, 3 millions de dollars pour la période, c'est énorme. Aussi d'avoir déplacé tout ce monde-là. Même que la femme de John Huston, une super belle petite anecdote en même temps, la femme de John Huston n'est pas restée durant tout le long parce qu'elle trouvait que c'était trop difficile et ainsi de suite. Donc quand elle est retournée à la maison, non, plutôt quand John Huston est allé le rejoindre à la maison, il avait adopté un petit Mexicain du nom de Pablo. Donc il est revenu à la maison avec un enfant. Parlant d'enfants, pendant ce temps-là, Humphrey Bogart, vous voyez, il y a plein d'histoires autour. C'est vraiment un beau film à discuter parce que les anecdotes s'empilent. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure, 2 heures. Commentaire audio de 2h10 au complet, que c'est toutes des petites historiettes comme ça sur comment John Huston faisait des tours à ses joueurs, comment que c'est incroyable. Mais Humphrey Bogart, pendant cette période-là, est en train de faire un traitement de fertilité pour avoir des enfants avec sa femme, Lauren Bacall. Donc, il est presque quasi relativement complètement chauve. Presque plus de cheveux. Il faut qu'il pousse une barbe. Il se promenait avec des perruques. Pour les personnes qui connaissent Humphrey Bogart, moi, je trouve que c'est ultra humoristique comme image que d'avoir un Humphrey Bogart qui est chauve et qui se promène avec une perruque. Je trouve ça immense et drôle, comme c'est pas croyable. En parlant, vous voyez, il y a des reliures en tout. C'est vraiment intéressant. Parlant de changement corporel, Walter Huston, qui est le père de John Huston, John Huston a conçu le personnage, disons, dans le film d'après son père. Il a toujours été un fan énorme et monumental du jeu de son père. Son père qui était d'une notoriété théâtrale et cinématographique en même temps. John Huston a pris la décision que demandait à son père de jouer pas dedans. Et c'est vraiment intéressant, ça l'amène un jeu ben country folk, très une dent un peu de partout, puis le monsieur qui parle de l'art. Et on discute énormément par rapport au film. Il y a eu beaucoup de critiques au fait que Walter Huston n'est pas compréhensible dans le film. Heureusement, il y a une track de sous-titres incroyable sur le DVD, elle est vraiment bonne. Mais sinon, il y a certains mots qu'on manque et tout, son accent est très poussé, il n'y a pas dedans. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais malgré cette béquille que certains diront, Walter Huston, pour toute sa carrière, a reçu un Oscar. Toute sa carrière, des nominations. Et sa première victoire réelle, c'était pour ce film-là. Donc, c'est pas mal incroyable que le fils a pu diriger son père à une nomination aux Oscars pour une performance extraordinaire. Mais aussi, John Huston
Et l'homme, cette année-là, John Huston a gagné pour meilleur réalisateur. Malheureusement, ils n'ont pas gagné pour meilleur film. C'est pas The Kingsman qui avait gagné cette année-là, mais je m'en rappelle plus. C'est la première fois que père-fils gagnait la même année, en même temps. Et John Huston est aussi le seul réalisateur à avoir fait gagner un Oscar, avoir réalisé un film où on dit en anglais « to have directed », avoir réalisé son père dans un film pour avoir un Oscar, et avoir aussi réalisé sa fille. Donc, c'est le seul homme à avoir réalisé un film dans lequel son père a gagné un Oscar et dans lequel sa fille a gagné un Oscar. Donc, c'est vraiment un homme qui savait ressortir le meilleur de tout le monde. Aussi qu'on dit que c'est ça. Définitivement, c'était une des grandes performances de Walter Huston. C'est une des meilleures performances de Humphrey Bogart. C'est un homme qui était très, très, très prêt avec le monde, qui savait exactement comment il ressortir, mais c'était un homme qui, à la base, et là, il faut que je rentre là-dedans, c'était un homme qui était très aventureux, c'était un homme qui était très à l'action, qui était prêt à tout. C'était un homme qui était en plein milieu d'un tournage de film quand il y a eu le déclenchement pas le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que ça, c'était pendant Treasure of the Sierra Madre. Ça faisait en sorte qu'on entend ça dans un documentaire, je trouve cette histoire-là incroyable. Mais John Huston, quand il a entendu l'implication des Alliés à la Deuxième Guerre mondiale, plus vers les alentours de 45. Non, c'est vrai, en fait, Treasure of the Sierra Madre, c'est après. Disons que la production se passait pendant, mais la Deuxième Guerre mondiale a certainement pas aidé à la production. Là. Entre 1938 et 1948, le film était un peu sur les tablettes. C'était pas tout à fait réalisable à cause de cette contrainte de la guerre. Mais John Huston est en train de travailler sur un film, disons qu'il réalisait pas, je crois, avec Humphrey Bogart, où Bogart se fait kidnapper par des Vietnamiens, et ainsi de suite. C'est une super belle histoire. Sauf que quand ils ont appris qu'ils pouvaient enfin aller à la guerre, John Huston ne voulait plus faire son film, il voulait aller à la guerre. C'est un aventurier comme ça. C'est un homme qui se perdait dès son enfance. On entend une histoire de lui qui se perd dans un ruisseau. C'est un homme qui a toujours c'est ça, il adopte des petits Mexicains. Il habitait sur son île tout seul vers la fin de sa vie. C'est un homme plus grand que nature. Lui, il a fait « Fuck off, je finis mon film, je m'en vais à la guerre ». Et il a fini son film en l'espace d'une semaine pour pouvoir aller se battre à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un homme qui était plus gros que nature, il était inattachable, il voulait tout le temps tout faire. Donc, c'est un homme qui avait aussi des passions incroyables de la peinture et tout ça. Ça faisait que, pour moi, c'est un exemple. C'est le plus gros exemple de réalisateur de cinéma américain. C'est le réalisateur américain prototypal avec le cigare, avec le Mexicain. Il est juste incroyable. C'est plus gros que nature. Il y a quelque chose il est indescriptible. C'est pas les tâcherons qu'on a présentement. Et j'accuse tout le monde en disant que c'est des tâcherons, là. Du rat à Chris Nolan. On se rend compte que c'est des réalisateurs qui ont... Moi, et ça, c'est une grosse opinion encore. Si vous voulez m'écrire pour me fustiger, allez-y, ça va être le fun. Mais il y a plus ces espèces d'hommes qui sont des machines, des bêtes de cinéma qui partent sur le terrain, qui traînent les femmes de tous les acteurs au Mexique quand ça n'a jamais été fait auparavant, qui prennent 3 millions de $, un mois de retard parce qu'il faut qu'ils accomplissent l'œuvre parfaitement, qui promettent des films patriotiques sur les États-Unis et tout ça, mais qui remettent tout le temps des affaires ultra subversives que les studios font. Mais la seule affaire que t'as pas faite dans le film, c'est brûler le drapeau, mais le reste, t'aurais pu le faire parce que, disons, déjà, Treasure of the Sierra Madre, sur l'âme humaine, sur l'âme capitaliste américaine, ça vient de planter sur toutes les lignes. Il est incroyable, John Huston. C'est vraiment un grand homme et ça fait des années que j'essaie de me retrouver avec une copie de The Dead, son dernier film qu'il a fait, qui est une adaptation d'un livre de James Joyce. Pas capable de le trouver. Je veux tellement voir ce film-là, vous en avez aucune idée. Mais encore, pour vous expliquer comment c'était des hommes plus grands que nature, Humphrey Bogart avait à peu près le même problème durant Treasure of the Sierra Madre. Il voulait de toutes ses forces aller faire une grande course avec son voilier à Honolulu. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, moi aussi, ça m'a un peu surpris. Mais il y a une course très légendaire qui fait Honolulu, Balkan, non pas Balkan, mais Honolulu, Antilles, ou quelque chose comme ça. Et Humphrey Bogart était garant d'y aller. Il faisait, si on finit le film directement le 9 août, je crois, c'était ça la date, je devrais être correct pour prendre mon bateau puis aller faire la course. Mais maman, il était tout partant. Sauf que le film s'est retardé de 1 mois de production et ça l'a rendu très inconfortable, ça l'a rendu très grognon durant le tournage et ainsi de suite. Il était très comme, quand est-ce que ça finit, je veux m'en aller, non? Jusqu'à un moment où, durant un souper où toutes les femmes et tous les acteurs et leurs femmes et tout ça étaient en train de manger, John Huston a décidé de prendre Humphrey Bogart par le nez, vraiment une espèce de pinçade vraiment forte, tirer, twister le nez, puis il a fait « Ok, regarde le film, il va être fini quand il sera fini, mais là, je veux que tu arrêtes de te plaindre. »
une des femmes, je me rappelle plus laquelle, s'exclame « Fais attention, tu vas y faire mal ». C'est exactement ça que j'essaie de faire. Et c'est un peu ces contraintes-là. Ça me rappelait l'histoire de Werner Herzog, Klaus Kinski, où Werner Herzog avait une arme pointée sur Kinski durant tout le tournage. Dans le genre, il y a 2 balles dans ce fusil, une pour toi, une pour moi, mais on va finir le film. Là. Des hommes qui sont poussés à leur extrême, à leur limite, des aventuriers, des Rudyard Kipling du cinéma. C'est vraiment incroyable que de voir ce travail-là et de voir que tout le monde tenait à ce projet-là. Des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, tout ça, qui continuent à jurer sur Treasure of the Sierra Madre comme étant un film. C'est le genre de film qui est tellement incroyablement fait dans une simplicité monumentale que tu le regardes, tu fais oh, c'est tellement simple mais efficace. Il l'a bien fait. C'est incroyable. Faut vraiment que vous ayez voir ce film-là. Je regarde sur la page d'Internet Movie Database et il est coté 50e position sur le top 250. Donc, en vote populaire, arrivé au 50e film, c'est excellent. Je vais juste regarder très rapidement en cliquant dessus. Il est un peu en haut de où et en bas de quoi. Bon, Treasure de Sierra Madre est juste au-dessus de Alien et juste en dessous de M le Maudit. Donc, vous voyez, ça veut pas dire grand-chose, là, mais ça vous place pas mal. Le 50e, là, c'est une position que le monde sont très confortables avec. Moi, j'adore ce film-là pour mourir. Je pourrais l'écouter au moins une fois par mois. Il a gagné 3 Oscars, 9 victoires. C'est vraiment un grand film. En quelque sorte, c'est ça. Je m'attendrai un peu moins à tout ça. Je vais la semaine prochaine revenir avec un film qui est aussi un classique, mais encore un classique méconnu. Angels with Dirty Faces de James Cagney. Je tombe un peu dans la même période encore. On recule encore de 10 ans. Je m'en vais dans les années 30. Je ne crois pas être capable de me rendre dans les années 20, sauf peut-être faire A Girl in Her Trust, mais ça me surprendrait énormément que je me rende là. Mais enthousiasme, et il faut vraiment que vous voyez ce film-là. C'est un film de 2h10 en noir et blanc, mais c'est incroyable. Je vous laisse immédiatement. Que ça a été blablabla, déblatéralement. J'aime ça. Aimez ça, vous aussi. Beach Raven, on n'a jamais trouvé c'était qui. On ne le saura jamais c'était qui, l'auteur. Il a été présent sur le plateau de tournage en utilisant un alias, donc on ne saura jamais c'est qui a écrit ce film-là. Malgré le fait qu'on dit que c'est une inspiration d'un poème épique allemand du 14e siècle. Eh bien, on ne le saura jamais sûr. Je vous laisse immédiatement pour la semaine. Oui, en fait, la semaine prochaine, Angels with Dirty Faces.